Que nous on envoie. Yazoo. C'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Thank you so much. I would like to start this opportunity to des solutions et des solutions fondées sur la nature. L'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel constitue sans doute une solution aux nombreuses menaces urgentes auxquelles nous sommes confrontés et trouver accomplir vers les objectifs. Je voudrais rappeler que la dynamique en faveur de l'action mondiale pour la restauration des pâturages et des prairies a progressé au cours des 3 décennies et contribue aux objectifs d'engagement existants, y compris, entre autres, la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qui a été approuvée et offre l'occasion d'attirer l'attention sur les pâturages. L'année internationale des pâturages et des pasteurs qui a récemment été approuvée pour 2026 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le premier dialogue interactif de l'Israël et de la Convention de 2022 sur la restauration des pâturages ainsi que les dialogues régionaux sur les pâturages. Enfin, l'adoption de la résolution de l'UICN
sur la protection et la restauration des écosystèmes de région et de Sahara. À cet égard, je voudrais réitérer l'engagement de l'UCL à travailler avec le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la désertification et avec les États partis pour promouvoir la restauration des prairies, des parcours et des savanes. Cela favorisera la réalisation des objectifs de neutralité de la dégradation des terres et des objectifs de la Convention. Les zones arides étant principalement couvertes par ces biomes qui couvrent plus de 50% de toutes les terres de la planète, selon une étude de science. L'UCN voudrait appeler les acteurs à contribuer leurs efforts vers la restauration des prairies, savanes et parcours et à renforcer les politiques, les actions et les investissements dans la restauration. Je vous remercie. Yeah, thank you very much. Good to hear about what engagements that are there, but also by the other artists to be able to join us. Now I will welcome Stephen from WWF. Thanks, Chris. Yes, well, welcome also from WWF. I'm Martina Dickinson. I'm with our Global Food Program with WWF International. And within our Global Food Program, we have set up a global grassland, savanna, and rangeland initiative, which is led by my lovely colleague, Karina, who is sitting in the back. So if anybody wants to learn more about this, she's here. And we're also working together, like we have one of the video speakers with IUCN over the last years to really strengthen this important ecosystem. And I'm even more happy that now we are together here with the African Development Bank and really to build up a network. I think we are on a very important journey now, an important journey to strengthen these important ecosystems. Unfortunately, and they are important for climate, for biodiversity and food. Unfortunately, they are very often a little bit forgotten ecosystem. So only 9% are protected by now, and the rate of conversion is very high in the last year. So therefore, I think it's very important to come here together to learn about the importance of grassland, rangelands, and savannas for people and nature, and to strengthen restoration efforts, and also to strengthen in the context for the health of the people. We had already this week a very exciting breakfast, a high-level breakfast together with IUCN, where we have invited member states and partners to discuss a coalition of grassland, savannas, and rangelands. And what we heard is fundamental. So there is a lot of support on this. So we are very happy that we have this global coalition now, but now the question is, what are the next steps and how to implement? And events like this and the cooperation with partners is therefore more than important. I'm very happy to be here. I'm happy to listen in, and we hope to get your support on this very important journey to strengthen grassland savannas. We hope to find, and in the final declaration of the UNCCP, this ecosystem mentioned. And we hope to see you then in our events, other important conferences this year, the biodiversity conference, the one on climate, where in both grassland savannas are playing very, very important role. Thank you. Thank you so much, Martina. Thank you for our distinguished speakers, strategists. And as you hear, the important thing is that we want to push this on forward. And we can only push this on forward when we push it together. So thank you so much. I will allow you to take your seats as I invite the next panelists. Let's give them a hand.
So next, I have some distinguished speakers who are going to dig a bit deeper into the issue. So I'll welcome Bora. Hello. I will come secondly. Il n'y a pas de caméra là-bas. Okay, yes. So we have some very excellent speakers today, and we're going to listen to them. And I'm going to take a few moments of asking some questions. But what I want to keep unpacking, try to say the way it's supposed to be said very short. So, just to say, we'll start with Zaza. Zaza is what UNCTC, what's the Ministry of Environment, of green economy and climate change in the past. So I would welcome him to give us the first presentation. Zaza, if you're ready, you have your 3 minutes. Go. Je voudrais vous inviter à faire un petit exercice que chacun regarde peut-être la mouvement ou la portée pour contrôler la corde. Faites le geste. C'est tout simplement pour dire que si nous avions la terre, si nous avions les écosystèmes, nous avions. Je vous remercie. C'est pour dire également l'immense honneur que le Burkina a de prendre part à cet événement et c'est pour le remerciement et à la EDF pour l'organisation de cet événement sur les paysages. Le monde réalise enfin que la déclaration des paysages et des parcours exceptionnels dont les conséquences peuvent sur le côté, sans distinction pour c'est pour dire que nous sommes donc à la recherche désormais l'équilibre entre l'exploitation des terres et la préservation des ressources. C'est l'un des défis majeurs que les acteurs du monde local doivent travailler à relever dans l'espoir d'améliorer l'existence des populations. Si ailleurs, la gestion des ressources, la gestion durable des terres agricoles semble être un processus dont le contrôle ce n'est pas le cas des zones de parcours et des zones de parcours dans le simple fait que d'abord les terres des parcours appartiennent à tout le monde, alors les terres agricoles appartiennent généralement à un groupe elle n'ouvre pas le droit à la propriété foncière de terres pour l'exploitation. C'est ce qui se passe. Ensuite, contrairement aux productions végétales, le bétail a besoin d'humidité. Enfin, les visions que l'on rencontre donc dans les documents politiques n'insistent pas particulièrement sur les services écosystémiques rendus par les parcours mis le rôle écologique de la mobilité du bétail. Ainsi, il est important de rappeler que la restauration des terres et du moins des parcours se positionne aujourd'hui comme une préoccupation mondiale. Et permettez-moi de vous rappeler que l'enjeu des parcours, du moins l'enjeu important des parcours, on le connaît, les valeurs économiques, écologiques, sociales, culturelles, la biodiversité, et les parcours sont importants pour
faut préserver les moyens d'existence de nos populations, y compris les éleveurs. Ils fournissent également de nombreux services écosystémiques, la nourriture, l'eau, et j'en passe, donc la production animale. Au Burkina Faso, ou du moins au Burkina Faso, l'élevage est la deuxième source de recettes d'exportation après le coton. Il contribue pour plus de 18% de la formulation du PMIB, de la formation du moins du PMIB, et les zones de parcours fournissent plus de 70% de viande et de lait. C'est pourquoi nous accordons depuis un certain temps plus d'importance à ces zones de parcours pour réduire les menaces anthropiques qui contribuent à la dégradation, voire leur conversion à d'autres unités de terre. Mesdames et messieurs, conformément aux objectifs de la neutralité sur la dégradation des terres, nous devons nous engager à travers une coalition avec d'autres parties prenantes pour promouvoir la restauration des parcours. Notre pays ne doute pas avec le leadership de l'UICN, de la WWF et de la BAD, nous allons réussir la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la restauration des parcours au niveau mondial, régional et de nos nations. Nous adhérons à la destinée des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes et à l'initiative de l'année internationale des parcours et des pastoralismes, tout en saluant l'immense travail déjà abattu par les acteurs. J'invite chacun à accorder plus d'importance à ces zones et réduire les menaces qui pèsent pour leur dégradation, afin que nous puissions trouver suffisamment de l'eau, de l'énergie et de la nourriture pour tous. Je vous remercie. Thank you so much. I think that was straight and to the point. We now know what's happening in Burkina Faso, and thank you so much for sharing your experience. Next, we're going to have Bora Masumbuko. Bora works with IUCN as the Senior Program Officer, working within the Forest and Grasslands program, and she's been working a lot on drylands and the drylands initiative. So welcome, Bora, for your remarks. Thank you very much, Chris. So I think I will deliver my presentation in English, if there is interpretation. So I want to give you a very quick overview of the global significance of rangelands and native grasslands. So, so this is really global, and maybe I'll have one or two slides to just go into one region, Africa region, since we're in Africa. So the first slide is a map, and this is a global overview of rangelands distribution, and it is based on a study that was conducted last year with a consortium of partners. And this atlas was developed to raise awareness about the importance of these ecosystems, and it shows that more than 50% of rangelands, more than 50% of land of Earth are rangelands. So this actually emphasizes the urgency to protect these ecosystems. And so quickly the map, so it's the next slide. The map was based on WWF's ecoregion, terrestrial ecoregions. And just to give you very few highlights, so like I said, the study found that more than 50% of all land on Earth are rangelands. 78% of rangelands are in drylands, which reminds us of the importance to invest in drylands. 88% of those rangelands support livestock production. And another important highlight of this atlas, maybe in terms of conservation of biodiversity, is that 12% of rangelands are protected areas. Next slide, please. So this slide will emphasizes what I said about the diversity of ecosystems that we can find in rangelands. So we have savannas, prairies, steppe, shrubs, and rangelands are actually home to livestock keeping people who are known as pastoralists, but they are also referred to as many other names like herders, shepherds, etc.
And they are also important to wildlife habitats and the protection of threatened species. Next slide, please. So this is a map of countries that have committed to set their land degradation neutrality targets. And to date, so 129, if I'm not mistaken, perhaps it's 128 countries that have set their LDN targets. And grasslands are actually included in approximately 2/3 of all national LDN reports. So based on the result of a study that IUCN and UNCCD concluded in 2019. So grassland is actually well represented. But then when it comes to actions, to meet these commitments, this seems a bit slow because grasslands and rangelands are not well represented in investments. And this, we need to increase attention and action and commitments to that. If we zoom in for the Africa region, 53 countries committed to set the LDN target, so all of them. Very quickly here, these slides look at the status of grasslands in Annex 1 countries of UNCCD, these are African countries. And so in this region, grassland cover a bit more than 25% of total land. So this data of 2015. And if you look at the graphic in terms of, if you look at the yellow highlight, you will see that approximately 3/3 of grassland in Africa region is stable or increasing, and 1/3 are stressed or declining. And this shows that there are signs of degradation of this portion of grassland areas and therefore opportunities for restoration. Next slide, please. So this is quickly to show you some of the countries who made commitments to grassland restoration. I will not go into details. It's available on the UNCCD website. Next slide, please. So these are the major threats to rangelands. Of course, there is land degradation, but also biodiversity loss and climate change. There is low public and private investment in sustainable rangeland management and restoration for many reasons, including the fact that the values of rangelands are not well known. We also notice some policy and institutional gaps. For instance, in many countries, there is no ministry dedicated to rangeland. There's the issue of land tenure as well, which is weak in most countries. And this can put securing land tenure and rights at risk. Linked to the above threats, the marginalization of rangeland communities, actually, the traditional structure of rangeland management by pastoralists themselves should be more recognized, and this is not necessarily the case globally at the moment. And then the low appreciation of the values of rangelands and the weak scientific knowledge. So there is a need to generate more information. Next slide, please. Okay, so this is just where we've come from. So this is a journey, like Martina mentioned earlier. Next slide, please. And finally, some recommendation for building momentum. So when we were starting this journey with WWF, so there are some recommendations that we made to the parties that are also included in our position paper for this COP. So including strengthen national and international commitment to restore rangelands, increase rangeland and grassland restoration, and enhance sustainable land management by validating good practices of sustainable land management, capacity building, efforts to strengthen land tenure, public and private investment should be increased, and then, of course, finally, strengthen the scientific foundation for implementing and monitoring restoration and sustainable management at scale. So I think I will stop here because thank you very much, everybody. Yeah, thank you very much, Bora. And yeah, I keep moving closer and closer to her just to make it work. I'll not take any more time. Introduce Dr. Stephanie Jacques. She is a researcher. I've met her before. She has a passion about working in rangelands.
She now works with SEAT, and I know she'll share with us a lot of experience of what she does. So welcome. When I move close to you, it's time. Thank you very much, Chris. Good morning, everyone. I think we are still, we are still morning. I'm very happy to be here, and je vais parler en français pour cette présentation parce que justement, je vais vous présenter un livre qui a été produit par VOCAT, donc le panorama mondial des approches et des technologies de conservation, et qui a été publié en français cette année. Ce livre regroupe des pratiques et des approches sur les parcours en Afrique subsaharienne et a été fait en partenariat avec Terre Africa et financé par la Banque mondiale et cofinancé par la coopération allemande. Donc, cette publication fait partie d'un ensemble de publications que VOCAT, donc c'est l'acronyme de ce panorama mondial, publie ou a publié sur des pratiques et des approches durables, de gestion des terres durables. Et ce livre se concentre sur les parcours. Ce livre est divisé en deux parties. La première partie définit les parcours, les systèmes d'utilisation et la gestion des parcours. Et la deuxième partie se concentre sur la description de ces technologies et approches. Donc, Bora a bien défini les parcours juste avant, donc je ne vais pas revenir sur les définitions, mais je voudrais souligner que dans cette publication, nous prenons un intérêt particulier, donc cette publication est divisée en plusieurs chapitres, à différencier les solutions par parcours, par système d'utilisation des parcours. Donc, on a des parcours qui sont pastoraux, des parcours qui sont agro-pastoraux, ou encore... vous avez 6 exemples sur cette slide, ou encore des pâturages sédentaires à petite échelle. Donc, ces parcours sont définis en fonction de leur étendue ou mobilité, du fait s'il y a des cultures ou il n'y a pas de culture, et sur la présence de faune ou non. Et chaque parcours est défini en fonction de ces 3 attributs. Next slide. Ensuite, les technologies sont groupées par différents sujets et les approches aussi. Donc, par exemple, on a des technologies qui sont liées à la mobilité facilitée, d'autres au pâturage contrôlé, à l'amélioration des parcours, à l'alimentation supplémentaire et à l'amélioration des infrastructures. Ceci du côté des technologies. Du côté des approches, c'est plutôt la façon dont sont mises en place justement ces pratiques. Est-ce qu'on m'entend toujours? Donc, on a les approches communautaires, les approches de planification, de commercialisation ou les approches liées au tourisme. Donc, il est important aussi, pour comprendre ces différentes pratiques, de différencier les groupes et les combinaisons d'activités dans ces parcours. Next slide. Un autre point important, c'est de comprendre quels sont les facteurs et les impacts dans ces parcours et aussi comment ça va influencer le changement ou ça va influencer ces parcours. Donc, on a des facteurs qui sont mondiaux, liés au marché, liés aux politiques, etc., qui influencent des facteurs qui sont plutôt locaux ou nationaux. Et ces facteurs vont avoir un impact sur les pratiques de gestion des terres, qui sont soit des approches, soit des technologies. Ces pratiques ont aussi un impact, bien entendu, sur l'état des ressources, l'état des sols, qui ont eux-mêmes un impact sur les services écosystémiques. Donc, vous voyez sur cette slide que c'est très important de prendre le système dans son entier pour comprendre les changements et les impacts sur les parcours. Donc là, le message clé, c'est reconnaître le changement continu et son impact. Donc, dans la publication, il y a une trentaine de pratiques, je crois, mais dans la base de données VOCAT, il y en a plus de 200. Et quand on regarde les facteurs facilitant ou entravant les parcours, la gestion durable des parcours, on voit que, par exemple, les normes de valeurs sociales, culturelles ou religieuses peuvent être des facteurs entravants. Par contre, le cadre juridique peut avoir les deux aspects, être entravant dans certains cas, mais aussi facilitant. D'où l'importance justement de travailler sur le facteur politique, comme l'a mentionné Bora avant. Bien entendu, le manque de connaissances en gestion des parcours est un facteur entravant. Donc, il est aussi important de connaître quels sont les facteurs entravants ou facilitants et justement d'agir en fonction de ces résultats. Next slide, please. Une autre analyse qui est faite et présentée dans le livre, c'est l'implication de la gestion durable des parcours sur la santé des ressources. Donc ici, on voit
quels sont les impacts sur la végétation? Certains sont très positifs, certains le sont moins. Donc, cette slide vous présente les impacts sur la végétation, sur les sols, sur l'eau, sur la biodiversité et sur, j'arrive même plus à lire, sur les systèmes. Next slide. Donc, si on résume les messages qui sont liés à ces analyses dans ce livre que j'ai à disposition, vous avez reçu le flyer, j'en ai quelques exemplaires à disposition si vous êtes intéressés. Donc, le premier message que j'aimerais souligner, c'est qu'il est très important de mesurer l'importance des parcours sains en Afrique subsaharienne. À travers cette réalisation de cette importance, il sera plus facile de maintenir ces parcours dans un état sain grâce à une gestion durable. Next. En réalisant l'importance des parcours, il est aussi important de sensibiliser les acteurs sur ces parcours et sur un changement de perception, que ces parcours doivent être sains pour améliorer les écosystèmes, améliorer les ressources et améliorer la contribution aux ménages. Donc, c'est important qu'on identifie les lacunes actuelles, de combler ces lacunes et de renforcer les compétences des acteurs. Et enfin, dernière slide, s'il vous plaît. Il est important d'assurer l'avenir des parcours, de la gestion durable des parcours, en améliorant l'extension et l'étendue des parcours de manière directe et indirecte, de composer avec leur complexité, leur hétérogénéité et les opportunités, et de traiter les conflits afin d'intégrer les valeurs et les perceptions et élaborer finalement des solutions durables. La dernière slide vous présente le lien du livre et je vous remercie. Thank you so much. I hate to stop people because it's a very good subject. It goes straight to my heart, but I have to stop people. So I'm caught in between. But thanks a lot, Dr. Jacques. That was good just in terms of sharing experience. Now we'll go to Just works for S&B. And he's been working in this field for a while. He has a passion about pastoralism. And so he's here to share with us some of the experiences that he has working in West Africa. Welcome so much. Merci, Chris. Well, je vais parler en anglais. I will speak in English. I will present you the case. Indeed, my name is Joost Nelen, and I work, let's say, for 28 years in the Sahel. But I started to love this area. I will present you the case of pastoralism, agro-pastoralism in West Africa. People living in the Sahel will recognize the story, but nevertheless, I will give it to you. Next, Sivan. Okay, let's talk first about the carbon storage and the gas emissions in Sahel, linked to pastoralism. First, I have to say what I could see, what I could read, there is a slight positive balance in carbon storage in the rangelands. We compared it to gas emissions in Sahel, the balance is slightly positive. But I have to say there were very few data about it. So we need more study on low input, dry ecosystems. But the studies that I know, mainly in Senegal, are positive. Can you go back, please? Okay. If you look at the emissions, most of them are done in, let's say, in the resting sedentary spots. If you look at the grasslands in general, the balance is positive, no discussion. But in the resting sedentary spots, we can look for improvements. But my story is not only a technical one about storage and segregation. It's also about the economic, let's say, social and environmental aspects of pastoralism. Let's say roughly we can distinguish in West Africa 2 areas, and for a case of simplicity. Let's start with the Sahara-Sahel areas, where you can see that pastoralism is dominant. It is inherently a very resilient system through its mobility and through its adaptive herd management. It contributes to the maintenance of natural resources and to generations of pastures. But
and what I could have witnessed in the past decades that are working in the Sahel, there are undermining external factors of sustainable livestock keeping. In fact, Bora also mentioned them. You mentioned them as well. You can read them on the slide. You will recognize them. One aspect also that is maybe not emphasized is that in the past decades we could see that there was let's say, a separation between the ownership and the management of herds, and that's very crucial, because if the ownership and the people who own the herds are not also managing the herds, you see that the decisions are not always sustainable. And managers are in general far more careful about the restoration of grasslands, while the owners, and this is a very simplistic presentation, are just looking for rent seeking. Next. Okay, then we go to the second area, the Sahara Sudan area, which is more, let's say, the brown area below. We go to the Sahara Sudan areas. There we find mainly agro-pastoralists, and we can also see the livelihood of those people are very robust. But there is a distinguished feature with the Sahara Sahel areas, that there is a coexistence of agro-pastoralism with other agricultural-based land use systems. And we can see a big tendency of degradation of competing claims on water and land resources. So this is another story here. There are a lot of aspects, but I want to highlight one, and that you can see there is a double effect of crop expansion and farming rationale. One, because there is agricultural encroachment on the commons, on the rangelands, and that's a big issue in West Africa, the encroachment, but also because the rationale of the dominant land use system, which is agriculture, see the commons, the forest and rangelands, as agriculture reserves, not as strategic resources which you have to maintain, to keep several systems intact, because if you encroach too much on the commons, you undermine all the systems. They see it as agriculture reserves, so you can use them whenever you want. So the commons are more, let's say, backed to the fringes of the territoire. And finally, a small remark, the last land reserves can be found in West Africa in the southern Sudan areas. In the past, because of a lot of diseases, the sleeping disease, the river blindness, it was impossible to have a big population and livestock there, but now we see last 40 years, those areas are quickly colonized. Last slide, please. I see you, Chris. Some leverage points for adaptation and resilience. Some technical measures in the settling spots. We talked about the sequestration. More efficiency around watering points, because livestock can stuck too long around water points. At sedentary areas, maybe initiatives around biogas or better fodder and hay. That can be done. That's the technical aspects. But be careful, these are less than 10% of we should do around rangelands and protection of them. Bora talked already about land security. There's also something very important. There's the recognition of the ECOWAS of their own legislation, of their own rules. So in practice, this poses a lot of problems. Especially the coastal countries in West Africa are very reluctant to receive or to promote mobile livestock keeping. Finally, in all the measures that we are mentioned, often there is an agricultural bias. So we also need what I call more agro-pastoralism oriented analysis and targeting, ciblage in French. First, because we have to recognize that you can talk as long as you want, but the drylands will always be an environment which is highly unpredictable. So climate variability is not something exceptional, it's the norm. If you live in the drylands, you know that crisis will come. So the whole issue is more about how can you anticipate than how you can prevent. There are also some agro-technical aspects. Very few measures are around herd management, around mobility patterns. Most are agricultural based. And finally, we have to also understand better the, let's say, the adaptation strategy of the pastoralist families, also of women. Milk, for instance, is very important. It's a very small, very few initiatives around it. And finally, I see Chris looking at me. I will stop here.
also the supporting in the agency and the voice of agro-pastoralist organizations, where are very marginalized in the policy conventions. I will stop here. Thanks a lot. Thanks a lot, Just. There's a lot to say. I'd like to request if we have just one question or one comment from the panel. That's all I'll take. Oh, so you've been busy. So we'll just take one comment and then we'll have a reflection and call it a day. Merci et bonjour à tout le monde. Nous aimerions féliciter les présentateurs qui ont touché presque tous les points qui concernent le cheminement où nous allons pour lutter contre la désertification qui est l'objet de cette COP. En commençant par la Banque africaine de développement et en finissant par le dernier intervenant, en transitant par celui du Burkina Faso, on a entendu qu'il y a des programmes déjà entamés pour la conservation et d'autres programmations pour l'avenir pour que tout le monde soit protégé contre les effets de la désertification et surtout des changements climatiques. Avant de continuer, je voudrais me présenter. Moi, c'est Honorable Vital Bambanze. Je suis du Burundi, membre de la communauté Batwa, qui sont les peuples autochtones du Burundi. Et je suis aussi expert membre de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Je suis en collaboration avec d'autres collègues ici qui, je pense, ne vont pas avoir le temps de parler à cause de la limite de temps. Il y a la coalition internationale sur les terres et les autres membres de communautés autochtones, dont le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique. Sans toutefois revenir sur beaucoup de commentaires, je voudrais vous dire que vous avez parlé des agriculteurs, des éleveurs, et vous n'avez pas oublié, peut-être vous allez l'intégrer dans des programmes à venir, les chasseurs-cueilleurs qui sont les protecteurs des forêts. Et les cueilleurs forêts, je pense, contribuent énormément dans la lutte contre la désertification et le changement climatique. J'aimerais bien entendre de la part de la Banque africaine de développement ce qu'ils entament faire pour continuer le programme qu'ils avaient entamé avant de collaborer avec la Banque mondiale dans le sens de la protection des peuples autochtones, dans le sens d'accès aux terres et ressources naturelles, justement, dans le sens de la mise en œuvre des conventions de Rio. Je vous remercie. Thank you so much. Well, it was one comment too, and we've heard from really the grassroots. I don't want to belabor anything, but the one comment that, I heard from all our presenters, there's so much to say about rangelands. Rangelands may be complex, but they're not complicated. You can do something about them. That is what I get. We are all doing something, but we can do something about all this. It's complex, but we need to get down and think complex. So thank you so much. My panelists, was really a pleasure to have you. And I will just ask you to step down as we go into the next session. And thank you so much. Let's give them a hand as they leave. So I'll invite my colleague to take it up from here. Alice. Merci à mon collègue qui a su modérer, bien modérer, mais nous n'avons pas tellement d'économie de temps. Donc, je vais inviter les membres du segment 2 à se mettre en place. Alors, ce segment 2, comme vous avez vu dans le programme,
porte sur l'amélioration, la restauration des terres, la durabilité environnementale ou la sécurité alimentaire dans les savanes d'Afrique. Alors, nous allons avoir pour ce segment 4 panélistes. Et nous allons d'abord écouter Dr. Peter Nyang, directeur pour l'Afrique, coordinateur mondial ASB Partnership for the Tropical Forest Margin. Et ensuite, nous allons avoir l'initiative Jeunes pour le foncier, M. Innocent Antoine, et suivi donc de M. Odas Koubouina de la Coalition internationale sur la terre et de la Banque africaine de développement, M. Julius Tien Guon. Donc, je les invite à s'installer. Alors, je ne vais pas revenir sur un mot introductif, mais reconnaissant que le thème de ce side event est d'une importance capitale et contribue à l'atteinte des objectifs de cette COP 15 qui porte sur le thème important qui nous préoccupe, à savoir la terre, la vie, le patrimoine d'un monde précaire à un monde d'avenir. Donc, censé donc aller vers la durabilité de notre planète. Et nous avons eu des sessions antérieures très importantes, dont celle qui portait sur la mise à l'échelle des bonnes pratiques pour la gestion durable des terres. Et nous avons également donc pour cette COP un programme de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Abidjan Legacy Programme, qui vise la durabilité environnementale, le financement sur la gestion des forêts, la gestion des terres et la gestion de l'ensemble donc du globe pour permettre la résilience des populations qui font de plus en plus face à l'insécurité alimentaire et à divers problèmes auxquels nous faisons face. Alors, donc, nous pouvons dire donc que ce SAD event, donc, avec les différents partenaires, est d'une importance très capitale. Aussi, donc, comme nous n'avons pas tellement de temps, nous allons nous adresser à nos panélistes. Alors, nous allons d'abord nous adresser au docteur Peter Nyang. Alors, docteur Peter Nyang, nous allons vous poser une question. Et cette question va porter sur le rôle des jeunes dans l'élaboration de la gestion des terres et des forêts. Nous pensons que le programme que j'ai, oui. Je pense qu'il y a eu une petite confusion dans le programme. Donc, nous allons écouter premièrement Dr. Peter Nyang, directeur for Africa, Global Coordinator ASB Partnership for Tropical Forest Margin du CIFOR. Et la question que nous allons lui poser porte sur the magic van can restore Africa degraded forest, farm and pasture. Docteur, est-ce que vous pouvez très rapidement d'abord vous présenter et nous donner en quelques 2 minutes seulement votre pensée sur cette question? Merci. No, thank you. Thanks a lot. I'll speak in English. Thanks. I'm Peter Minang. I'm the director for Africa for C4 Handicraft based in Nairobi. I think this is an extremely important topic, and I think the other speakers have, lend credence to that. I wouldn't spend a lot of time, but experience, ECRAF in particular has been working a lot in rangeland areas, looking at introducing, innovative tree fodder species in the objective of trying to get increased productivity, but also increased nutrition within that setup. But a few things that we've learned coming across from time. I think my SNV colleague did mention that basically. I think the very first thing that we need to do to upscale what we are doing in Rangelands is to put some more investment in research and in learning.
we haven't invested enough in research and in learning. I'll give you an example. When I was reading an article on BBC, on BBC website last week, and they were talking about how is restoration going, right? And when they looked at it, they said at global level, in Latin America, here is how many hectares have been restored. In Asia, here is how many hectares have been restored. In the Great Green Wall, 20 million hectares have been restored. When they got to Africa, AFR 100, there was a ... We don't know. So what it means is we are not even trying to measure and learn about what we are doing. And I think that this is extremely important. At ICRAF, we pay a lot of, attention to that, especially looking at soils, monitoring soils in rangelands, looking at how the ecosystem, biodiversity, agroecology parameters are working in drylands. And I think at the back of the room, there is Lee and Tor that are leading that work that we are doing. If you go and you type LDSF, Land Degradation Assessment Framework, you would find a lot of tools that you can use to do that. And I think that is extremely important. If you go to the land portal, if you just type landportal.org, you would really get
Innocent Antoine, nous vous passons la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Je voudrais d'abord rappeler que Yila, je voudrais parler le français parce que tout le temps, j'avais déjà parlé l'anglais et j'aurais souhaité donner l'occasion à nos jeunes francophones de m'écouter directement. Nous sommes basés dans 20 pays en Afrique, mais je voudrais rappeler tout rapidement le contexte des forêts. Parce que, suivant les documentations de la FAO, on a constaté que 264 millions d'hectares de forêts existent dans le monde. Et lorsque nous allons un peu plus loin, nous voyons que la part de l'Afrique, la part qu'occupe l'Afrique, cette part, elle est importante. Mais nous avons encore constaté que 3,9 millions de forêts disparaissent chaque année en Afrique. C'est très, très important. Alors, il est question que nous puissions faire quelque chose. Mais la disparition de ces forêts ne sont pas dues seulement à l'étalement foncier. Mais ces questions sont également dues à ces conflits fonciers qui amènent parfois à réclamer des terres où il y a déjà des forêts, où parfois il y a certains jeunes qui sont complices donc de ces réclamations de terres avec les aînés. Ces conflits ne sont pas avantageux pour la prospérité de nos forêts en Afrique. Mais nous constatons que la forêt constitue également un atout pour le changement climatique, un atout pour beaucoup de choses. Alors, nous avons posé des questions et nous avons dit, en Afrique, nous avons plus de 70% de la population qui est jeune. Cette force-là, est-ce que nous ne devons pas prendre cette force comme un atout et l'utiliser dans le cadre des actions pouvant permettre de protéger et pouvant permettre de créer d'autres périmètres reboisés pour la prospérité de nos forêts. Et c'est tout là l'existence donc de cette thématique dans notre ligne d'action. Et nous avons compris que il faut mettre en place un plan d'urgence. Notre plan d'urgence a été la création d'un projet que nous appelons 10 millions de terres, 10 millions de jeunes contre la désertification. 10 me my land, ça veut dire parle-moi de ma terre. Et ce projet est développé beaucoup plus dans les zones désertifiées pour restaurer ces zones-là. Et également permettre également à la création de l'emploi, à avoir l'agriculture intégrée et également vraiment sensibiliser les communautés locales sur l'importance de la conservation et la protection du foncier qui abrite les forêts que nous avons dans nos communautés. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, que nous puissions travailler sur des aspects stratégiques. Le premier aspect, les jeunes qui devront sensibiliser la communauté, ces jeunes-là ont besoin d'être formés, ont besoin d'être informés sur les questions foncières, sur les questions de gouvernance foncière. Et nous avons démarré la bataille avec notre centre de formation qu'on appelle Yila Training Center pour pouvoir impacter beaucoup plus les jeunes afin que ces jeunes soient des ambassadeurs dans nos communautés pour permettre à freiner un peu la destruction de ces forêts. Parce que ces forêts sont détruites parce qu'il y a un problème foncier. Nous devons permettre aux jeunes de comprendre ce que c'est que le foncier et de pouvoir défendre ces fonciers abrités par ces forêts et d'aussi comprendre les dispositions juridiques établies par l'État dans chaque pays pour la protection de ces forêts. Donc, in fine, je voudrais simplement dire
Agissons ensemble. Agissons vite pour intégrer les jeunes dans la protection et dans la conservation de nos forêts. Surtout, les exploiter pour qu'ils puissent sensibiliser sur les questions foncières afin que les conflits fonciers que nous voyons à tous azimuts qui fait disparaître nos forêts, que cela cesse. J'invite les partenaires ici à vraiment soutenir la création des projets qui peuvent permettre aux jeunes de créer des périmètres reboisés, à permettre à ce que ces jeunes-là puissent avoir de petits projets qui leur permettent de protéger nos forêts dans nos différentes communautés. Vive la jeunesse africaine, vive le succès du foncier, vive la protection de la forêt en Afrique. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la question qui suit. Et nous allons donc demander à M. Odas Kogwinana de nous parler, de nous donner ses réflexions sur l'impact de l'approche multi-acteurs dans la lutte contre la désertification. Rappelons que M. Odas travaille à la Coalition internationale pour l'accès à la terre en tant que coordinateur régional pour l'Afrique basé à Nairobi au Kenya. Il a une forte expérience sur la lutte contre la pauvreté et la faim au Rwanda. Et son action couvre plusieurs pays et il gère beaucoup de projets qui concernent la gestion des connaissances approfondies donc, dans le cadre donc, de la lutte contre la désertification, la restauration des terres et des forêts. Nous vous passons la parole. Thank you very much. As we said, I work for the International Coalition as Africa Regional Coordinator, and it's a network of more than 300 organizations worldwide, and we work to put people at the center of land governance and to put land rights at the center of combating issues like climate change, the desertification, inequality, and so many other world current challenges. Mine is really to kind of complement what colleagues have been saying. We all agree on the importance of rangelands in the economy and the livelihoods of actually a very big percentage of the population worldwide, and especially in arid zones. So the importance of rangelands is not something to be proved. And the need for land restoration and the need to restore rangelands for them to be able to play their role. This is all actually understood. The question, and taking it from where my colleague Innocent has just stopped, is who is involved in these processes? How do we include everyone? Who is the most affected by these challenges? If we talk about rangelands management, rangelands restoration, what's the role of pastoralists? Where are they? Are they in these spaces where we are discussing these matters? So mine is about inclusion. How do we make sure that processes that bring about sustainable rangeland management, that bring about land restoration are inclusive, participatory? At the International Coalition, we've been using the approach that we call stakeholder platform to really bring about inclusion at different levels in matters to do with land governance, in matters to do with rangeland restoration, in matters to do with ecosystem restoration. And we've seen this approach working, helping to bring everyone on board, to bring youth on board, to bring indigenous peoples on board, to bring women on board, to bring even the private sector on board. In many cases, we forget that the private sector is really influential in so many of these processes. And sometimes we discuss with them, and
at the end of the day, in the implementation, it becomes a challenge. So this approach is now being actually adopted by many actors, and it really works. It works at different levels. You can apply it at even village level, you can apply it at district level, you can apply it at national level, you can apply it cross-country, and it works. I will be giving one very concrete example where we've applied this approach in the Rangelands, and it really works in the East Africa. We just concluded the project with generous funding from the European Union, and the project was called Participatory Rangelands Management, PLM. Maybe some of you might have heard about it. And this project consisted in providing space for pastoralists, communities, to lead the management and restoration of their own rangelands. And we've seen communities mapping rangeland resources. We've seen communities in East Africa discussing and deciding on restoration actions. We've seen communities working together to engage the government to secure tenure rights on the rangelands. And governments have ended up issuing was called CCROs. This is Certificate of Customary Rights of Occupants. This is already a lot, because at least those communities, they feel stable and they feel this land is theirs, they can take care of it. This is a very strong starting point when it comes to further maintenance of that land, of that rangeland. If you can provide communities with some security of tenure, you have already achieved a lot in terms of rangelands or even land protection. So the inclusion of rural communities, providing them with space and allowing them to lead the process is very important. Rural communities, then when you go inside, you have to look at who is there and how is everyone going to be actively involved. Youth that he was talking about, they are part of rural communities. Women, sometimes we talk about communities and we think it's over. Within communities are so many realities. How do we ensure that within a community now, women are really included? So this approach, when it is well facilitated, it really provides for inclusion and participation, and we've seen it working. As I close, I just want to share that at the International Coalition Africa level, we are now working to organize a Pan-African pastoralist movement that we really engage on behalf of pastoralist organization on issues to do with sustainable rangelands management. And I invite any partners who would be interested in this to talk and see how we can collaborate to really support pastoralists to become the movement. He was mentioning the institutional arrangement of pastoralists. This is it. If we can support a strong pastoralist movement at Pan-African level, I think it can be an interlocutor to governments, to donors, to whoever wants to engage in really conserving these resources. Pastoralist rangelands are a huge resource in Africa, but also in other continents, and it deserves attention. Thank you. Merci beaucoup à Monsieur Audace. Et nous allons maintenant passer à la Banque africaine de développement. Et le docteur Julius Chipéji Thiegouon va nous donner son point de vue sur le thème innovation technologique et institutionnelle pour la sécurité alimentaire dans les savanes. Rappelons que le docteur Thiegouon est actuellement le directeur forestier au Centre africain des ressources naturelles ANRC, la Banque africaine de développement basée à Abidjan. Et il a une très forte expérience également avec certaines grandes institutions internationales que sont le SUFOR, la FAO et Biodiversity International. Monsieur Dr. Thiegouon, je vous passe la parole. Merci.
Thank you very much, the moderator. Today is a very great day for us. We are discussing something very important here, looking at rangelands, grasslands, and savannas. I think all my other colleagues have already spoken, most likely, basing their discussions on rangelands. I would like to streamline my own discussion to the savannas. The savannas are known differently in different parts of the world. As we know, when we say the steppes, that is how it's called in the Asian continent, the prairies in the American continent, and the pampas in South America. In Africa, we call it the savannas. In other parts of the world, the savannas are the food baskets for those other regions. In Africa, is the neglected food basket for Africa. So, in Africa, we have 1 billion hectares of savannas. Out of this, 2/3 of this can be cultivated, but only 10% is cultivated. We go to different countries, DRC, the countries in the Congo Basin, in West Africa, everywhere, you see the savannas are lying there barren, waiting for the dry season, grass, they will burn them, they are burning the savannas. So, the emphasis on livestock is very good. That's why most of my colleagues have talked about tourism for the rangelands. But for the food baskets of Africa, we need to change our understanding of what can be done there. And with that understanding, the African Development Bank is already coming up with some technologies. The first one is the technologies for African agricultural transformation. They call it TAD. A lot of investment into that in 18 countries, and they're working in some of the savannas areas of Africa. We have another big project or program, or a flagship program. They call it climate smart agriculture. Digital climate smart agriculture. This is also a very vast program. And there are some preliminary results that have already been achieved, are unmeasurable to show the impact of these technologies on our farmers. For example, it has been demonstrated that it is possible to increase yields by 40 to 70% using some of these smart agricultural technologies. We are still at the very preliminary stages. The African Development is still supporting these initiatives, and we hope to scale up these initiatives. But to scale them up, we need to, as we said, everybody has, I think all the past, the recent speakers have actually talked about the weak scientific knowledge. We need to at least try to see if we can conduct a global African study to get lessons learned, to identify the best practices, and then go make very good synthesis to see how we can scale out these good practices. I think for me, without talking too much, basically that is what I have to tell you today. And that we are we have a concept note at hand that is looking at how we are going to conduct this study, and then to try to galvanize all existing knowledge. As before, I think the first session, somebody talked about the publication, that also has a lot of elements that are related to what I'm saying here. So we'll be contacting you, I think it's from WWF, we'll be contacting you to try to get this publication, the gestion durable, the parcours and Afrique subsaharian. I think this is something, a study that is we'll be revising and reviewing to see if we can actually get some elements out of this. So based on that, without wasting much time, I think I will end here. Thank you very much. Merci beaucoup à la Banque africaine de développement qui a présenté les investissements énormes de la Banque africaine en faveur de la restauration des sols, des forêts sur l'ensemble des États, des pays membres régionaux, avec plus particulièrement son programme Feed Africa, qui fait bénéficier
les différents États membres son programme d'agriculture climato-intelligente. Alors, ceci dit, nous n'avons pas assez de temps, mais néanmoins, nous allons prendre quelques questions. Alors, si vous pouvez, vous avez un commentaire particulier, une question particulière sur l'ensemble donc des avis des 4 panélistes, alors vous pouvez lever la main. Nous allons vous donner la parole pour faire votre commentaire ou poser votre question. Est-ce qu'on considère que c'est vraiment parfait? Ils ont fait les contours. Alors, nous avons 2 mains, 2 messieurs. Alors, on va prendre en compte aussi le genre parce que c'est la préoccupation des différents partenaires qui sont ici. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parmi les femmes, il n'y a pas de main? Il faut qu'on entende aussi le genre. OK. Donc, vous pouvez vous présenter et puis... Bien, merci. Je suis Charles Balogun, président de l'ONG Afrique Espérance. Je peux? Donc, je disais, je remercie les panélistes. J'ai pris le train en marche, je m'excuse, mais j'ai pu comprendre qu'il s'agit de l'agriculture intelligente liée au changement climatique, ou bien les innovations technologiques liées au changement climatique. S'il vous plaît. OK, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit? Non, nous allons vous rappeler le thème du panel. D'accord. On va prendre l'ensemble des questions. Oui. Et ensuite, on va vous revenir. D'accord, merci. OK. OK, merci. Ce n'est pas une question. Je voudrais juste inviter Dr. Gilus, c'est ça, de la Banque africaine de développement, à notre événement parallèle qui se tiendra tout à l'heure, parce que nous parlerons énormément des savanes. Nous avons plusieurs programmes sur les savanes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau de l'Afrique de l'Est. Et nous aurons quelques présentations tout à l'heure. Donc, vous serez la bienvenue. Voilà, nous aurons besoin de votre expertise. Je vous remercie. OK, merci pour cette invitation. Alors, on continue de regarder la salle. On a vu de
nous avons édité un article sur une étude comparée entre l'accaparement des terres au Bénin et au Burkina Faso. Quel est son impact pour l'accès des jeunes à la terre? Donc, c'est très important. On pourra quand même faire des webinaires par rapport à ça pour mieux conscientiser les jeunes afin qu'ils puissent bien comprendre les contours donc, de la gouvernance foncière. Merci. Merci beaucoup. Moi, je pense que après avoir écouté toutes les trois panels, moi, je pense qu'il y a une seule chose qui me frappe beaucoup, c'est que il y a tellement d'opportunités pour se développer à travers ces terres-là, ces zones de savane et les rangelands en Afrique. Et il nous faut investir un peu de temps et de travailler ensemble dans l'innovation pour pouvoir faire en sorte que ces terres-là nous sortent vraiment de la pauvreté. Je pense que c'est possible. Il y a tellement d'opportunités. Et si nous nous mettrons ensemble, ça va aller. Je suis optimiste. OK. Merci. Thank you. I think I just want to conclude with one very simple thing. What we are discussing, combating desertification, restoring rangelands and savannas. This, I think we need to look at it from some perspectives, and this will help us to act. One is, I think we need to look at it from a human rights perspective, as we have been hearing from different sessions. This is a human rights issue. The more land we lose, the more human rights are affected by for so many people. But we also need to look at it from a livelihood perspective. These spaces are a source of livelihood for millions of people. And if we look at it from this angle, we will be encouraged to act. And more importantly, I think we all need to look at it from a survival perspective. This is a life survival issue. If we keep allowing the desert to invade our spaces, this is the only place that human life can survive, and we need to understand it this way. There is no option B. And therefore, we need really to take it seriously. I think you may be living far from a desert. You may be living in a very green area, but there's a saying that injustice somewhere is actually injustice everywhere. So let's look at that as a collective issue. Thank you. OK, merci à nos panélistes. Je vais vous demander si vous pouvez les applaudir. Aussi applaudir les 4 panélistes du segment 1. Voilà, et enfin, remercier donc les organisateurs du panel, donc, que sont WWF, l'UCN et la Banque africaine de développement. Donc, je vais essayer de faire juste une petite contribution pour ne pas répéter ce qu'ils ont bien présenté. Et ce panel s'intitulait « Terres nourricières, une feuille de route pour la restauration des terres et la sécurité alimentaire dans les prairies, les parcours et les savanes ». Et quand on regarde un peu les objectifs qui étaient attendus de ce panel, on peut bien se rendre compte que les 8 panélistes sont effectivement allés droit au but. Ils ont démontré à travers ce panel qu'il fallait d'abord créer un environnement favorable, un environnement que ce soit au niveau des politiques, des réglementations, au niveau des lois, pour que investir dans la gestion durable des savanes, des parcours et autres, la transhumance et autres, puisse être porteur et créer des emplois. Deuxièmement, ils ont traité sur l'ensemble des 2 panels le volet investissement et revenus, les investissements massifs, à travers les investissements, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des partenaires techniques et financiers, qu'il y ait un engagement à divers niveaux, dans tous les segments donnés, pour investir davantage
sur ces questions de restauration des écosystèmes qui sont des fois dégradés. Troisièmement, ils sont revenus sur la question de création d'emplois. La création d'emplois est un domaine incitateur pour la gestion à long terme de l'ensemble du système. Si vous créez des emplois pour les jeunes en investissant suffisamment, ces jeunes vont demeurer dans leur terroir et ils vont constituer des sources pour créer donc la sécurité alimentaire au lieu d'être emploi à des recrutements de djihadistes ou emploi à des migrations. Et également, on est revenu sur la mise à l'échelle. Ce thème a été largement débattu. La mise à l'échelle est une condition pour permettre le revêtissement des parcours, pour permettre la récupération des terres dégradées, que ce soit à des fins agricoles, pastorales, sylvicoles ou halieutiques. Donc, la mise à l'échelle est un domaine très prioritaire qui préoccupe l'ensemble des panélistes qui ont accordé une importance particulière. Également, ils sont revenus sur les technologies. Ces technologies existent. Il y a des études, il y a des livres qui ont été présentés ici, qui font référence à des bonnes pratiques qui existent et qui devraient être utilisées par l'ensemble des décideurs, l'ensemble des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise à l'échelle. Ils sont également revenus sur un point très important, à savoir le renforcement des capacités. Alors ici, il est démontré que par ignorance, les gens entraînent la dégradation des terres à travers des pratiques inappropriées dans les différents domaines agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Donc, le renforcement des capacités est très important. Et cela se passe donc à travers différents outils que nous n'allons pas peut-être énumérer encore pour ne pas refaire un nouveau panel. Également, ils sont revenus sur la gestion des connaissances en même temps. Donc, je ne vais pas encore m'éternir, mais je dirais aussi qu'un élément important est ressorti ici, c'est la neutralité de la dégradation. Et ce thème vous devez retenir ce thème en quittant ce salle de vente, la neutralité de la dégradation. Comment amener tous les acteurs à aller dans une direction de neutralité, de dégradation. C'est dans ce sens que beaucoup de pays ont conçu des programmes et nous les encourageons donc à travers ce panel à poursuivre donc les actions d'investissement sur la neutralité de la dégradation des terres dans les différents pays. Voici donc en substance ce que je voulais juste rappeler sans pour autant vouloir refaire un nouveau panel. Et ceci dit donc, voilà, bon, je remercie tout le monde et je vais remettre la parole aux organisateurs pour la suite des informations. Je vous remercie. Je pense qu'il a tout dit, il n'y a plus rien à ajouter. Merci à tout le monde pour votre participation et bonne suite pour cette COP. Merci.